a 30 ans, l'égalité avait été promise aux femmes algériennes. Pour seule réponse, le Code de la famille fut promulgué en 1984. Il fixa, selon elle, la soumission totale de la femme à son époux. 4 Algériennes se retrouvent aujourd'hui et sont confrontées à leurs espérances filmées en 1966 lorsqu'elles étaient au collège à Alger. En 1966, 4 années après l'indépendance de l'Algérie, j'ai réalisé ce film, Elle, avec des lycéennes de première et terminale à Alger. Aujourd'hui, 30 ans après, j'ai retrouvé certaines d'entre elles. Je reste à la maison, puis on regarde des revues, on écoute la radio. C'est tout ce qu'on fait. Mais non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui sortent. C'est rare qu'on voit une fille en ville. Jamais on a vu des choses comme ça sur nous. On entend parler de toutes les filles du monde entier. Puis la fille algérienne, on a l'impression qu'elle est laissée de côté. Et puis on a l'impression que la femme algérienne ne sert à rien du tout. إذا نظرنا إلى الحقيقة فإني أرى أن المرأة الجزائرية أسعد إنسانة في العالم لأن عندها مزايا كثيرة تاريخية ووطنية وجنسية وسياسية. إذن فالمرأة الجزائرية لا أعتقد أنها شقية فهي سعيدة. Le fait déjà d'avoir accès à des études, si on veut, c'est déjà un privilège par rapport à l'ensemble, mais les autres. Celles qui sont chez elles, celles qui ne sortent pas, qui ne travaillent pas, elles ont moins d'instruction, moins de connaissances. Une fille, par exemple, qu'on arrête au niveau du BEPC, pourquoi faire? Pour la garder à la maison, parce qu'elle est grande. Je dois m'estimer heureuse de continuer mes études. À part ça, je n'ai pas d'autres distractions. Parce que c'est pas grave. Une jeune fille algérienne n'a pas besoin de... Non, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de distraction qu'elle est malheureuse. C'est parce que ses parents ne la comprennent pas. Enfin, elle est malheureuse et elle est résignée. Je sais pas, parce que mes parents ne sont pas peut-être assez instruits. Ils ne peuvent pas me permettre certaines choses, par exemple fréquenter des garçons. Mais elle tu as demandé des explications au sujet de la réponse négative. Tu es sa fille, tu as un certain âge et tu as droit à certaines explications. Alors toi, quand ton papa te défend de sortir, tu lui dis... Je lui dis pas pourquoi. Ah ben moi je regrette, c'est comme ça, je lui dis pas pourquoi, parce que sinon c'est non, il a le droit de dire. C'est-à-dire qu'il est des jeunes filles qui ont dit au monsieur, elles lui ont dit, enfin on est malheureuse parce qu'on n'a pas assez de distraction, parce qu'on est trop serré par nos parents, et puis enfin un tas d'arguments, puis ensuite elles ont conclu, mais on est résigné. Alors moi, je me suis dit non, elles n'ont pas le droit de dire ça, parce qu'elles n'ont parlé uniquement que de distraction. Elles n'ont pas cité le devoir. Enfin, je voudrais pas que ça fasse pédant, mais enfin, pour moi, il me semble que la jeune fille algérienne doit avant tout, et avant toute considération, voir le devoir, vous voyez, au nom de la révolution, au nom d'un tas de trucs. Mon émancipation pour mes enfants serait mon émancipation à moi-même que je continuerai. C'est-à-dire en leur donnant tout ce qui m'a manqué et en les comprenant vraiment. Ce n'est qu'une transformation radicale de la société qui pourrait mettre la femme à l'égal de l'homme, que ce soit la femme algérienne ou une autre femme. Et justement, ce n'est que par le travail que la femme pourra se rendre égale de l'homme. En 1966, j'ai eu mon baccalauréat. On était très peu nombreuses à aller à l'université. Mon père voulait que je fasse médecine parce que, comme ça, hein, dans les familles bourgeoises, quand on fait des études, on fait médecine. Donc, première rupture avec mon père, j'ai fait sociologie.
Mais on ne s'est pas parlé pendant 6 mois. Comment d'abord, c'est quoi? C'est la sociologie, à quoi ça sert? Je dis, c'est pour analyser la société. Il me dit, ça sert à quoi? Donc, on ne s'est pas parlé pendant 6 mois. Et puis, j'étais quelque part une de ses préférées. Il en a beaucoup souffert, moi aussi. Et donc, ça a été le premier affrontement. Deuxième affrontement, j'ai travaillé dans un milieu mixte. Mon père a dit, bon, ben, tu fais pas médecine, alors tu fais professeur dans un milieu féminin. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne vas pas te trouver dans un bureau avec des hommes. J'ai dit, il n'en est pas question. Je travaillerai dans un milieu mixte. Ça n'a pas été facile, hein, et ça ne l'est toujours pas. Ensuite, je me suis mariée. Mais j'ai connu mon mari. Et j'ai annoncé à mes parents que je connaissais quelqu'un qui allait venir me demander en mariage. Grand scandale dans la maison. Mais ils étaient tellement habitués à mes entêtements. Mon père avait marié toutes les filles de la maison, même des frères, des sœurs. C'était le patriarche. Mais quelque part, je sais qu'il m'admirait. Par rapport au courage dont je faisais preuve pour l'affronter en me disant je gagne ma vie et puis si tu n'es pas d'accord, ben moi je quitte la maison. Donc je me suis mariée, j'ai fait des enfants et puis dans mon foyer ça ne marchait pas. Rupture encore, donc j'ai repris mes études pour faire une thèse de doctorat 3e cycle. Et puis je crois qu'à un moment donné je me suis fatiguée de me bagarrer, donc je me suis un petit peu calmée, j'ai commencé à me dire il faut que je mette de l'ordre dans tout ça. Mais au lieu de m'intéresser à ma personne, donc je me suis intéressée aux autres et j'ai fait ce livre, ces premiers livres sur la condition des femmes. Dans les cimetières, les bains, dans tous les lieux où se retrouvent habituellement les femmes, le mal principal qui motive leurs gémissements et leurs regrets se trouve être l'homme, Rajl. Nous nous sommes toujours demandé comment un homme pouvait mener une vie de citoyen et de producteur et d'être humain tout court, lorsqu'il est si peu aimé de sa femme, de ses filles et souvent de ses fils aussi. Nous avons subi nous aussi le statut peu enviable de femme qui a dû d'abord nous priver de parole. La femme algérienne pleure, gémit, menace parfois, mais parle rarement. Mais malgré tout, nous tenons à parler, car nous devons le faire. Nous sommes un peu désorientés parce que nous sommes en présence de deux civilisations qui se heurtent. Enfin, une traditionnelle, l'arabe, et puis une moderne, la française. On dit souvent de l'algérienne, de la jeune fille algérienne, qu'elle manque de personnalité, qu'elle imite, qu'elle calque. Enfin, je trouve que qu'elle doit faire ça pour atteindre sa personnalité. Parce que c'est très difficile, parce qu'elle vit dans un milieu où deux civilisations se côtoient. La civilisation européenne et la civilisation arabe, qui sont, à mon avis, très très différentes. À la maison, elle est obligée de suivre les coutumes, tout ça, des parents. Au lycée, elle est côtoyée par des Européens. Et elle ne sait pas où se tourner. C'est pour ça que je trouve que ce fait d'imiter, ce fait de calquer est nécessaire pour la jeune fille algérienne pour atteindre sa personnalité. Je suis absolument d'accord sur ce qu'elle disait. Nous sommes dans une période absolument transitoire. Il faut chercher une personnalité qui soit une synthèse entre deux mondes qui, jusqu'à présent, s'affrontaient. Une personnalité qui réponde aussi bien à ce que peuvent demander les parents comme aux besoins de la jeune fille au dehors. Cette synthèse, il faut essayer de l'obtenir dans la culture, une culture qui elle aussi est transitoire entre deux mondes. L'autre partie, c'était la partie où je parle des partis politiques, du syndicalisme et tout, est plus intéressante. Là où il n'y a que le texte, qui est plus forte, qui a plus de valeur. Parce qu'en plus, là, je dis une bêtise. Pourquoi tu dis une bêtise? Parce que c'est pas vrai, on n'est pas entre deux mondes, on n'est pas entre deux cultures, ni rien du tout. On a une culture algérienne qui est bien définie, qui est propre à l'algérien. On a une identité, on n'est pas la même chose que les Marocains, ni les Tunisiens, ni
Je pense qu'il y a une culture algérienne, on se reconnaît en tant qu'Algérien, je crois à l'algérianité. D'abord, je ne crois pas, bon, ce qu'on dit et ce qu'on pense profondément, moi je ne sais pas le vécu qu'ont eu depuis ces femmes, hein, celles qui ont parlé, bon, je connais que mon propre vécu, je n'ai rencontré personne d'autre pratiquement, à part une personne, j'ai rencontré personne de toutes ces demoiselles. Mais je ne sais pas si le vécu a été de la qualité, de la profondeur, semble-t-il, apparente de ce qui se dit. Moi, je ne crois pas que c'était si profond que ça. Elles voulaient faire des choses, mais je ne crois pas qu'elles aient eu la possibilité ou le caractère d'aller aussi loin. Bon, ce qui est sûr, celle qui voulait conduire un bateau ou un avion, elle ne l'a pas fait. Je veux dire qu'il ne faut pas aussi prendre des positions juste pour le plaisir de prendre une position, pour défendre une idée, en sachant très bien que jamais, d'abord parce que ce n'est pas du tout dans leur propre caractère, on ira jusqu'au bout de cette idée. C'est trop entre le rêve et... Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est-à-dire ça traduit peut-être un rêve, mais un rêve très lointain de la réalité, donc elles n'ont aucune chance d'aller jusqu'au bout de ce rêve. Mon idée à moi, c'était, bon, après le baccalauréat, après le lycée, etc., j'avais tout à fait l'intention de continuer mes études universitaires, mes études supérieures, continuer vers la maîtrise et tout ça. Tandis que mes parents, qui sont très traditionnels, pour eux, leur idée, c'était que chacune des filles, dans la famille, on était 5, arrive au niveau du baccalauréat, qu'on obtienne notre bac, et puis, pof, on s'arrête. J'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal. Et je crois que c'est pendant cette année-là que j'ai décidé que, bon, soit je me mariais, ce qui était un moyen peut-être de quitter la maison de mes parents, soit j'allais ailleurs. J'ai pu obtenir une bourse pour aller aux États-Unis, pour faire mes études, pour faire une maîtrise. Je n'ai pas osé téléphoner à mes parents parce que je savais que ça n'allait pas... Ils n'allaient pas apprendre ça très bien. J'ai téléphoné à ma sœur aînée qui était un peu l'intermédiaire entre mes parents et moi. Parce que bien sûr, tu t'en doutes, ils n'étaient pas d'accord avec le fait que je sois partie. Dès le départ. Mais j'ai insisté, je suis quand même partie. Donc je suis passée par ma sœur et je lui ai dit, bon, dans 3 semaines, je vais me marier. Est-ce que tu veux venir assister à mon mariage? Elle me dit, mais ça va mal. Elle me dit, ça se fait pas. Tu te maries avec un Algérien? Je dis, ben non, ça va mal. C'est à moi de dire ça. Elle me dit... bon, ben non, il faut que tu rentres, hein. Le mariage, il ne faut pas que ça se fasse, il faut que tu rentres. Il est musulman? Je dis non. Alors, elle m'avait posé les questions les plus importantes. Elle savait que c'est ça que mes parents allaient vouloir savoir. Ils se sont réunis, mes frères et sœurs, pour décider de mon sort. À 6000 miles d'Alger. Et il me rappelle, une semaine après, et mon frère aîné, tout fier de lui, il me dit, bon, ben écoute, moi je vais prendre l'avion et je viens te chercher demain. Je dis, ah oui, mais depuis quand? C'est toi qui décides pour moi? Il m'a dit, mais écoute, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Enfin, c'était toute la leçon de morale, etc. J'ai dit, non, tu restes là où tu es. Si tu ne veux pas assister, si personne ne veut venir, moi, je suis mariée de toute façon. Et non seulement ça, mais je vais habiter aux États-Unis. Coupure pendant 5 ans. J'ai fait l'impensable. Il est interdit aux femmes d'épouser des étrangers. Les hommes, c'est pas grave, ils peuvent épouser des Françaises, des Allemandes, c'est pas trop... On voit pas ça trop mal. Donc, on a coupé les ponts, je vous ai dit avant, mais enfin, c'était avec la plus grande partie de ma famille, sauf bien sûr avec ma sœur aînée, c'était elle qui restait mon contact. Alors, elle m'a dit, elle m'a conseillé, elle m'a dit, est-ce que ton mari est musulman? J'ai dit non. Elle m'a dit, est-ce qu'il voudrait se faire musulman? Je lui ai dit ça, c'est pas à moi de décider pour lui, Elle m'a dit, écoute, il faudra lui demander, peut-être que ça serait le seul moyen
que ce soit acceptable, quoi, pour mes parents. Alors je lui ai demandé, et puis, bon, ben, il s'est fait musulman. Le premier pas, c'était qu'il se fasse musulman. Le deuxième pas, c'était qu'il devienne papa. Donc à partir du moment où mes parents ont su qu'ils avaient une petite fille, alors du coup, ils se sont radoucis. Et on l'a emmenée, enfin mon mari et ma fille et moi sommes allés en Algérie quand elle avait 1 an et demi. Et comme moi j'ai jamais coupé les ponts avec eux, moi j'écrivais tout le temps, j'écrivais. J'envoyais des photos, donc ils savaient, ils étaient au courant. Et ils n'ont pas pu résister, il fallait qu'ils la voient. Donc, par l'intermédiaire, encore une fois, de ma sœur aînée, on est allé passer 4 semaines à Alger, quand elle avait 1 an et demi, en 79. Dès qu'il a vu sa petite fille algéro-américaine, il a fondu. Et à partir de ce moment-là, on n'a eu absolument aucun problème. Donc les relations sont parfaites. Et donc après, régulièrement, tu m'avais dit que tu retournais là-bas? Oui, tous les 2 ans, on retournait en famille jusqu'à 89. Quand je suis partie, quand je suis arrivée en France, je me suis plus sentie chez moi en France qu'en Algérie. Si je suis partie d'Alger, que j'adore par ailleurs, c'est qu'à Alger, j'étais étrangère. Tout dans mes gestes, dans mes réactions, dans mes manières d'être, dans ma manière de parler, dans ma manière de sentir, etc., dénoté. Dénoté. Je suis arrivée en France, je t'ai dit, d'ailleurs tu le sais très bien, quand on part d'Algérie, même quand tu laisses des 1000 et des 100 là-bas, tu pars les mains dans les poches. Donc d'énormes difficultés matérielles. Je me suis inscrite à la fac tout de suite, donc, puisque je fais partie de cette génération qui avait les mêmes diplômes qu'en France, donc j'ai pu m'inscrire à la fac. Je n'étais pas illégale, enfin, au plan des papiers, moi, par rapport à d'autres, si tu veux, j'avais cette chance-là. Mais, donc d'énormes difficultés matérielles, enfin, tout ce que tout le monde connaît, quoi, la galère habituelle, et pourtant, alors que j'étais, bon, je pesais même pas 40 kilos. Ça veut pas dire que je crevais de faim en Algérie, hein. Ça veut dire que par ailleurs, il y avait eu plein de choses qui ont fait que je me suis énormément affaiblie. Et je ne vais pas te dire que bon, tout ce qui se passe là-dedans, ça rejaillit sur... bon, de toute façon. Et pourtant, je me sentais je me sentais vivante, voilà. Voilà. J'avais plein d'énergie. Voilà. Et puis en plus, bon, j'ai débarqué à Toulouse, enfin un tout petit passage à Paris, mais j'ai débarqué à Toulouse, chose que je n'étais plus capable de faire alors qu'adolescente je le faisais, j'adorais ça, d'aller me balader des heures dans la Casbah, à regarder les portes, à regarder les fontaines, à regarder... J'avais cette... En 90, j'étais plus capable, je savais plus marcher, je savais plus... Quand je suis arrivée à Toulouse, c'était une ville nouvelle que je connaissais pas, une très belle ville en plus. Ben, j'ai recommencé à me balader dans les rues, à regarder les façades, à entrer dans les cours, à parler aux gens. Voilà. La vie, c'est beau dans la mesure où je la vis dans mon pays. Ce ne serait pas... Est-ce que les personnes qui sont parties se sont pas mutilées de beaucoup de choses en étant à l'extérieur du pays? C'est ça la bonne question. Parce qu'on me dit, bon, je reste pas en Algérie parce que je ne peux pas faire telle et telle chose qui, par ailleurs, sont peut-être superficielles, ne sont pas essentielles. Enfin, du moins, pour moi, c'est pas essentiel à ma vie. Mais est-ce qu'à l'extérieur des choses essentielles, comme un lever du matin sur Alger, ou l'odeur d'un marché, ou le ressac de la mer,
est-ce que c'est moi, en tous les cas, c'est une chose qui me serait essentielle? Est-ce que là, en partant, ils n'ont pas perdu d'autres choses essentielles? Alors oui, il y a eu des petits renoncements qui à l'époque m'ont semblé d'énormes renoncements. J'ai par exemple pas fini mes études. Ça a été, bon, moi j'étais quelqu'un de brillant, donc j'avais été élevée pour faire une grande carrière universitaire, etc. J'ai pas fini mes études parce que ça c'était un choix, j'avais divorcé, il fallait que je garde mon enfant, etc. Donc dans ma vie particulière, il y avait des choix à faire. Et aujourd'hui, je peux dire que malgré tout ça, je n'ai pas eu... J'ai fait ce que je voulais faire. J'ai fait des tas de choses intéressantes. J'ai mené une carrière qui a été pleine de surprises et en même temps pleine de réalisations. J'ai fait des choses. Je peux dire à la fin de ma vie professionnelle, parce que bon, dans 5 ans c'est la retraite, 5-6 ans c'est la retraite, qu'effectivement j'ai réalisé plein de choses. Alors maintenant, est-ce que j'ai été payée comme je l'aurais dû? Est-ce que j'ai eu une carrière au niveau de la progression des postes et tout comme je l'aurais dû? Non. Honnêtement, non. Mais le fait d'avoir une grande jeune fille de 26 ans... ça me donne un poids dans la société. Il faut dire que pour la femme arabe, la femme musulmane en règle générale, plus vous vieillissez, plus vous avez de droits, plus vous êtes impliqué dans votre vie familiale, plus votre position familiale et sociale prend une assise. Et bien sûr, lorsque vous mariez votre enfant, lorsque vous avez un gendre, lorsque vous avez des enfants, votre poids au niveau de la société, au niveau familial, est de plus en plus important. La femme européenne, plus elle vieillit, plus elle va à la dérive et plus elle n'existe pas. La femme dans les sociétés musulmanes, en règle générale, existe de plus en plus au fur et à mesure que ses enfants grandissent et qu'elle prend un poids familial. Je connais des femmes, personnellement, ne demanderaient pas mieux que de sortir sans voile, et puis elles sont très, très potables physiquement, quoi. Elles peuvent se permettre. Franchement, parce que le mari, quand il impose à sa femme de mettre le voile, c'est plutôt pour les gens qu'il connaît. Il ne veut pas que les gens qu'il connaît voient sa femme. Il a l'impression de ne pas dominer la famille, quoi, de ne pas commander sa femme et toute la famille. Une femme ne peut pas tout à fait égaliser l'homme. Je ne sais pas, pour qu'il y ait un bonheur, il faut que quelqu'un domine dans la maison. Il faut que... Ou le mari ou la femme, plus généralement c'est le mari qui domine. Alors la femme, elle doit limiter ses prétentions. Personnellement, je pense pas. Il peut y avoir tout à fait de l'égalité. Et on a vraiment l'exemple de toutes les femmes dans tous les pays socialistes, tels que l'URSS, tels que la Bulgarie, où on voit des femmes capitaines de bateaux, où on voit des femmes receveurs d'autobus. Moi, je suis d'accord avec les camarades là, qui viennent parler de l'inégalité, de grands blablabla, mais je suis en train de me rendre compte qu'on est en train de faire des grandes phrases, de parler de bâtir le pays, de faire comme dans les pays socialistes, et patati patata, mais on ne peut pas brûler les étapes. Avant d'essayer de jouer les femmes qui commandent des bateaux, qui font receveurs de bus, c'est bien beau, d'accord, mais on n'est pas arrivé en un jour, premièrement, et ensuite, ça n'est pas nos problèmes. Que vous le voulez, que vous ne voulez pas, vous êtes en train de faire du blablabla, de dire oui, nous les femmes, nous avons des problèmes, et vous développez ces problèmes, c'est faux. Vous avez qu'à regarder les problèmes que vous avez. Les problèmes qui se posent à chacune de nous, ça n'est pas ça peut me faire croire que c'est vouloir construire un bateau ou vouloir être ingénieur. D'accord, premièrement, c'est dans l'avenir. Vous avez 16, 17, 18 ans, ça n'est pas médecin que vous pensez être médecin ou être ingénieur, et surtout pas à dire je vais être médecin ou ingénieur parce que ça s'est fait en URSS, ça s'est fait en Chine et parce que je veux savoir mon pays. Maintenant, les problèmes qui se posent à vous, c'est les problèmes les plus concrets que vous n'osez pas dire parce que vous pensez que c'est idiot, que ça n'a pas de sens, que par exemple vous n'osez pas sortir ou que les problèmes qui se posent à vous à cause des parents, à cause des gens qui sont autour de vous. Mais n'allez pas chercher midi 14h. J'ai l'impression que ce qui m'a fait réagir comme ça, et c'est quelque chose que j'ai... Après, je l'ai compris, mais de manière plus réfléchie. Et là, c'était très instinctif. C'est en fait cette difficulté qu'on avait à l'époque et qu'on a gardé encore et qu'on nous a inculqué très jeune, mais pas seulement à nous, peut-être, enfin pas seulement aux filles, je veux dire, aux garçons également, c'est de ne pas dire ce qu'étaient les aspirations réelles, les besoins réels, les envies réelles. Et bon, alors dans le cas précis,
Et c'est ce que je leur dis là. Vous avez envie de dire, on a envie de sortir, on a envie de voir des copains, on a envie de voir on a envie de vivre, ou on a envie de... Et vous le dites pas, et vous n'arrivez... Enfin là, je le dis pas, et peut-être que je le sentais pas à ce moment-là, mais ça m'a fait réagir. Et j'ai appris par la suite, et j'ai appris souvent de manière assez... Enfin, en y laissant des plumes, quoi. Que ça faisait énormément de dégâts. Le fait de ne pas dire. Pour la vie de lycéenne, ça va très bien. Les études et tout, mais c'est en dehors du lycée que ça gâche comme ça avec les parents, avec les Bien sûr, surtout à la maison. Je sais que pour les parents, aller à l'école, c'est déjà une sortie. Oui, c'est vrai. Quand je me plains de ne pas sortir, on me dit oui, mais tu es dehors de 8h jusqu'à 5h. Il y a des bons films qui passent, j'aimerais pouvoir y aller. Il y a par exemple des mouvements, j'aimerais pouvoir faire partie d'un mouvement. Il arrive un moment où on a besoin de se distraire, on a besoin de voir des gens autour de nous, de parler. Il n'y a pas que la jeune fille algérienne qui se plaint sur ce point. Même les jeunes gens se plaindront du manque de distraction. Puis la jeunesse, ça cherche pas que le devoir. Enfin, oui, c'est vrai. Enfin, on devrait penser à ça. Et puis on n'est pas le premier pays à avoir fait une révolution. Alors, les distractions, mais il nous faut des distractions. S'il y avait plus de relations entre les lycéens et les lycéennes, s'il y en avait véritablement, parce que je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de relation entre lycéens et lycéennes. Vous savez qu'il y a des gars qui sont à Bugeaud, qui sont à Fromentin ou à Tataouine-Tétin, mais c'est tout ce que vous savez d'eux. C'est vrai. Parce qu'ils ne nous laissent pas. Alors les garçons n'ont pas de copines, ils n'ont pas avec qui discuter. Ils ne peuvent pas discuter aussi toujours avec des garçons entre eux. Comme nous, on ne peut pas discuter toujours avec des filles. Ils ne peuvent pas faire, je sais pas moi, résoudre certains problèmes. Au sport comme ça, j'ai parlé avec un garçon et puis... Alors ils sont toujours là à nous poser pourquoi vous ne parlez pas avec nous, pourquoi par exemple on n'organise pas par exemple une bande puis sortir ensemble. Oui, ça c'est sûr, il n'y a absolument aucun contact entre les hommes et les femmes algériennes. Il n'y a pas de contact. Du moment où, à notre âge, les gosses, quand les parents les empêchent de fréquenter leurs camarades garçons, c'est à partir de ce moment-là justement